On va parler de l'actu maintenant. On va faire un petit actu en bref. Et on a déjà parlé, pas plus tard que dimanche, d'un premier cas de chikungunya autochtone. Je crois que c'était dans le Var. Et ben, c'est arrivé plus vite, entre guillemets, qu'on pensait. Il y a un deuxième cas. Malheureusement, il y a eu un deuxième cas. Donc, chikungunya, l'enjeu d'empêcher la contamination dans l'Hexagone. Donc, on va regarder, il y a une petite vidéo qui dure 2 minutes de France Info. On va la regarder parce que ça permet, entre guillemets, de résumer la situation. Et voilà. Alors, j'ai relancé la musique ou pas? Non, c'est bon. En découvrant son courrier ce matin, cet habitant de Prades-le-Lez est surpris. Là, c'est dans l'Hérault, je crois. Hein. Un cas de chikungunya vient d'être déclaré dans cette commune de l'Hérault. C'est inquiétant, c'est une première. Hein. Espérons que ça sera traité. Ça signifie qu'il peut y en avoir d'autres. Donc, Exactement, monsieur. je pense qu'il faut quand même du coup bien faire attention aux piqûres de moustiques. C'est seulement la deuxième fois depuis le début de l'année qu'une personne est contaminée directement en France métropolitaine. Son état de santé ne présente aucune inquiétude. Mais comment ce virus tropical a-t-il pu arriver jusqu'ici? Il a été importé. Une personne déjà infectée par le Je me chikungunya demande s'ils vont parler rentre en du réchauffement métropole. climatique. Elle se ou pas. fait piquer par un autre moustique qui devient lui-même vecteur du virus, pique une autre personne qui va à son tour, sans même avoir voyagé, contracter la maladie. On va avoir des symptômes qui sont d'abord une très forte fièvre, des maux de tête évidemment, mais aussi mal dans les muscles, mal. Donc là, il est en train d'écrire les symptômes. Attends, je vais revenir 10 secondes en arrière pour qu'on réentende les symptômes. Mais là, j'aurais bien aimé qu'ils le disent, parce qu'en fait, c'est aussi ça. Dans le concret, on en a déjà parlé, mais les épidémies de cet ordre-là aussi se propagent aussi avec le réchauffement climatique, puisque ce moustique, le fameux moustique tigre, bah avant, il se portait pas très bien chez nous. Donc, en fait, il n'avait pas forcément le temps de contaminer, même si, effectivement, via les transports d'humains ou même de matériel entre les pays, il pouvait arriver chez nous. Il ne survivait pas à cause du climat qui n'était pas propice. Aujourd'hui, il sent très bien. Il sent très bien, il fait chaud, tout ça, il est content. Et du coup, bah, malheureusement, aujourd'hui, bah, le moustique tigre, il fait partie de notre quotidien. Alors, en particulier dans certaines régions, un peu moins dans d'autres. Mais voilà, du coup, on peut se faire contaminer et maintenant les cas de chikungunya arrivent chez nous alors que les gens n'ont pas du tout voyagé et ne sont n'ont aucun lien avec la région. C'est la Réunion qui a été le plus touchée par le chikungunya ces derniers temps. Donc voilà, mais ils le disent pas. Alors, je sais pas s'ils vont le dire plus tard, mais ils le disent pas. Personne qui va à son tour, sans même avoir voyagé, contracter la maladie. On va avoir des symptômes qui sont d'abord une très forte fièvre, des maux de tête évidemment, mais aussi mal dans les muscles, mal dans les articulations, en particulier les poignets, les phalanges et puis les orteils. Et ça peut durer pendant des semaines, voire des Le mois. sud. Le moustique tigre est implanté presque partout en France. 81 Voilà, jolie départements métropolitains sont concernés. Pour stopper tout. Ne regardez pas la pointe bretonne. En Bretagne, il ne faut pas y aller. Normalement, ils ne le mettent pas, mais c'est rouge en vrai. Hein. N'y allez pas. Allez plutôt par là. Non, je déconne. Mais vous voyez, quand je vous disais, j'avais pas vu de carte, mais c'est quand même bien répandu. C'est vraiment rares sont les départements qui ne sont pas infestés par le moustique tigre. Propagation du chikungunya. Et ça, c'est le Une réchauffement opération de climatique. démoustication, comme sur ces images, va avoir lieu à Prades-le-Lez, là où la personne a pu être piquée. Ces machines, remplies d'insecticides, seront utilisées dès cette nuit. Soit on attend et il y aura ainsi une transmission qui va se mettre en place avec de plus en plus de personnes malades et de plus en plus de moustiques infectés. Donc l'objectif, c'est vraiment d'intervenir le plus vite possible pour casser cette chaîne de transmission. Sur l'île de la Réunion cette année, le virus du chikungunya a déjà provoqué 23 décès et aurait contaminé 200 000 personnes. Donc ce n'est pas un petit, En découvrant son courrier. ce n'est pas un petit sujet.
on est déjà à 2 cas assez, assez proches finalement, hein. Parce qu'on a à peine eu le temps. Moi, quand j'ai vu le truc, je fais attends, c'est le même truc dont on a parlé dimanche. Ah non, c'est un nouveau cas. Ok. Donc on a à peine annoncé le premier, qu'il y a le deuxième qui arrive. Donc bon, ça sent pas très bon. Et voilà, donc bon, essayez de vous protéger autant que faire se peut des piqûres de moustiques. En général, c'est des vêtements couvrants. Après, dans tout ce qui est répulsif anti-moustique, le problème, c'est que ce qui peut marcher à peu près souvent, bah, c'est pas très cool pour la santé. Mais bon, le rapport entre les deux, là, il y a peut-être une discussion à avoir avec le pharmacien de ce qu'ils en pensent. Après, là, il parlait de démoustification. C'est pareil, d'en arriver à la démoustification, je me demandais, est-ce que, puisque c'est des insecticides, est-ce que c'est vraiment spécifique aux moustiques ou est-ce que malheureusement, quand on fait ce genre de campagne, ben, on éradique un petit peu tout? Est-ce que ça cible vraiment ou pas? J'ai un peu peur que la réponse soit malheureusement non. Donc voilà. Donc en plus des problèmes de santé publique que ça peut causer, il y a aussi cet impact sur l'environnement qui est quand même pas négligeable, quoi. En Camargue, ça démoustique à l'hélicoptère toute la nuit à la saison. Je suis premier degré. Non, non, mais je te crois, hein, parce que c'est vrai que la Camargue, bah, t'as la chaleur, t'as l'humidité, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour les moustiques. Après, dans les techniques, je crois que j'avais entendu parler, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, mais d'envoyer des moustiques, en gros, des moustiques avec une mutation génétique qui fait que ça va couper la reproduction, en fait. Les moustiques qui vont naître seront infertiles. Et du coup, bah, c'est comme ça que les moustiques voilà, ne pourront pas se développer. Mais ouais, je serais curieuse de savoir un petit peu les retombées sur le vivant de ce genre de traitement, quoi. Est-ce que la larve de notre moustique ne détruit pas les larves du moustique tigre puisqu'elles sont peut-être plus petites? Visiblement non, puisque le moustique prospère. Et le moustique tigre prospère. Et en plus, je crois que notre moustique, il va particulièrement être présent la nuit, pendant la nuit. C'est le petit qui nous fait chier le soir. Alors que le moustique tigre, c'est jour et nuit. Lui, il s'en fout, la nuit, le jour, il y va tout le temps. Je crois que c'est peut-être parce que justement notre moustique, il aime bien quand même quand il fait un peu frais ou je sais pas où, ça le permet de mieux nous détecter. J'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble que le nôtre chasse plutôt de nuit, quoi. Exactement, le risque est d'éradiquer les populations de moustiques autochtones au profit des étrangers. Bah oui, oui, en fait, il n'y a pas de discrimination, mais moi je pense même aux autres types d'insectes, quoi. À tout le vivant. Je pense à tout le vivant et je me demande quelles sont les retombées de genre de traitement. De croire qu'on peut bidouiller la nature comme ça. Ah bah clairement, hein. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Pint of Science et justement, j'ai participé à une conférence alors en tant que spectatrice, hein, où ils parlaient de ça. Et en fait, ouais, non, tu peux pas bidouiller la nature parce que il y a plein de fois où on a essayé en introduisant d'autres espèces pour essayer de faire face aux espèces exotiques et envahissantes. Et ça s'est pas très bien passé. Entre ce qu'on avait pensé qu'il allait se passer et ce qui s'est vraiment passé, c'est pas fait comme ça. Donc en fait, on a juste des fois introduit une nouvelle espèce exotique invasive. Et puis quand c'est des traitements, bah, c'est l'impact sur le reste de la biodiversité. Enfin, c'est ouais, non, la nature, elle se laisse pas dompter comme ça, quoi. Il faut développer des pièges à CO2. Alors je sais que oui, effectivement, ça a l'air de bien marcher, mais ce sont des pièges quand même qui coûtent un certain prix à l'entretien, etc. Donc on va en trouver dans certains endroits. Alors je sais qu'il y a des restos qui vont le mettre justement pour pouvoir servir en terrasse et que les gens restent parce qu'ils se font pas bouffer par les moustiques. Mais ça va pas être partout. Il y a quelques particuliers. Alors, je sais que j'avais une copine qui avait ça, mais elle me disait c'est la galère pour se faire fournir. Enfin, ça coûte cher, c'est la galère pour se faire fournir. Par contre, elle me disait quand tu as ce qu'il faut, c'est efficace, effectivement, parce qu'elle habite c'est près d'un étang ou en tout cas, il y a un point d'eau pas loin et du coup, c'est plein de moustiques.
Et elle disait, je peux pas profiter de mon jardin l'été, donc on a investi là-dedans et ça marche très bien, quoi. Après, là, pour elle, ce qui était chiant, c'est de se faire fournir. Ils sont parlé du carnage des autres insectes, des substances toxiques dispersées rarement par magie. Mais oui, non, mais c'est un tout, hein. C'est un tout, hein. C'est malheureusement, c'est un tout, quoi. Donc voilà, donc le chikungunya, on va rester en alerte, hein, parce que malheureusement, très honnêtement, je ne serais pas étonnée qu'on ait un nouveau cas de chikungunya autochtone, hein, donc c'est pas quelqu'un qui a voyagé, qui est tombé malade là-bas et qui l'a ramené, mais vraiment qui est arrivé en France. Donc voilà, affaire à suivre et à surveiller. On va partir sur autre chose. Des scientifiques ont découvert comment le paracétamol calme la douleur. Oui, miaou, ouais. Il est dans son moment maman, fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. Et maman, elle fait l'actualité. Hein, Tisha? Ben oui. Alors, c'est assez fou. C'est assez fou. Le paracétamol, c'est quand même une molécule. Le paracétamol, c'est le Doliprane. C'est ça, c'est le nom commercial le plus connu. Ça va, chaton? Mais oui, je te vois. Pose-toi. Pose-toi. C'est une molécule quand même qui est très connue, qu'on prend quand même assez régulièrement, assez facilement, quand on a mal au crâne ou autre. Mais comment ça calmait la douleur? Visiblement, c'était de plus en plus réclamé. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que... Mais parce que comme il se met plus loin, je pense à cause de la chaleur, du coup, voilà. Du coup, quand il vient vraiment, quoi. Mais oui, j'ai trouvé ça assez fou. Je suis aussi contente que ce soit quelque part des scientifiques américains parce que vu ce qui se passe aux États-Unis, on voit que il y a encore des choses qui s'y passent. Mais voilà, c'est malheureusement ça ne désolée, il n'arrête pas de causer. Ça ne représente malheureusement pas l'état de tous les scientifiques américains qui, pour beaucoup, ne peuvent plus faire de recherche, hein, ne peuvent plus exercer leur métier. C'est pour ça que Macron leur propose de venir en France, où on n'a pas du tout de problème de financement dans la recherche actuelle. Qu'en plus de ça, notre président ne remet pas du tout en question la recherche scientifique. Je sais pas si vous l'entendez, mais je vous jure, je me fais miauler dessus. Donc voilà, voilà, on va prendre les miettes qu'on nous donne, quoi. C'est génial. Ah, c'est bon, il s'est posé. Si je lui parle, est-ce que tu parles? Non, ça y est, tu ronronnes. C'est bon? Faut continuer à parler du paracétamol? T'es d'accord? Oui, bon, je crois qu'il est d'accord. Donc, bien que le paracétamol ait été synthétisé pour la première fois en 1877, donc ça fait quand même 150 ans, son mécanisme d'action restait étonnamment flou. Des chercheurs américains viennent enfin de comprendre comment agit l'antidouleur le plus consommé au monde. C'est dingue, c'est juste dingue. Le paracétamol a été autorisé comme médicament dans les années 50, donc ça fait quand même un petit paquet de temps qu'on l'utilise. Une équipe de l'université de l'Indiana a suivi précisément l'action du paracétamol chez les souris. Leurs travaux ont été publiés le 16 mai dans la revue Cell Reports Medicine. Donc c'est quand même des travaux sur les souris. Mais bon, comme on a l'habitude, on peut dire que même s'il faudrait voir vraiment chez l'humain comment ça se passe, disons que ça donne quand même une bonne idée et que ça permet d'avoir des petites bases, quoi. Ils ont suivi tout le processus pour comprendre comment le médicament agit pour calmer la douleur. Le paracétamol inhibe une enzyme qui active des récepteurs CB1, des protéines présentes dans notre système nerveux central. Donc vous avez les petits récepteurs CB1. Et s'il n'y a pas l'enzyme, ils ne sont pas actifs. Alors que s'il y a l'enzyme, ils sont actifs. Et là, le paracétamol, lui, il n'agit pas sur ces récepteurs, mais sur l'enzyme qui va activer les récepteurs. Donc, en gros, il agit à la source, vraiment. Il agit sur le bouton, si vous voulez. Donc, le paracétamol va inhiber cette enzyme. Donc, en fait, les récepteurs ne seront pas activés.
dans le cerveau et dans la moelle épinière. Ces récepteurs CB1, on les connaissait. Ce sont eux qui produisent les effets en association avec le cannabis. Ok, d'accord. Le paracétamol intervient dans ce circuit pour abaisser l'activité des récepteurs et la douleur diminue. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études sur le cannabis pour comprendre comment le cannabis arrive à soulager les douleurs, parce que le traitement de la douleur aujourd'hui, et malheureusement on voit avec ce qui peut se passer aux États-Unis, avec le problème avec plein de drogues qui sont en fait des médicaments, mais qui sont addictifs, et les gens malheureusement tombent dedans. Et ces médicaments à la base sont prescrits pour traiter les douleurs. Et c'est très compliqué. La gestion de la douleur, surtout les douleurs notamment nerveuses, sont vraiment compliquées à gérer. Et quand parfois certains patients vont se tourner vers le cannabis, notamment parce que justement cette substance est une des rares choses qui arrive à les calmer. Donc effectivement, il y a des choses qu'on commence à connaître vis-à-vis de ça. Donc en fait, voilà, on voit qu'il y a un parallèle avec ces fameux récepteurs CB1 qui vont être inactivés, désactivés, ou en tout cas pas activés avec le paracétamol. C'est un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on comprend enfin l'action de ce médicament. Cela a été tout un long chemin pour y parvenir, des dizaines d'années de recherche. C'est vrai que ça paraît dingue qu'il ait fallu attendre autant de temps pour comprendre comment ça fonctionnait. Un mystère scientifique, mystère, depuis 75 ans. Après son apparition en 1877, le paracétamol a été autorisé comme médicament dans les années 50, on l'a dit. On l'utilisait donc depuis 75 ans sans savoir comment il agissait. C'est quand même fou. Hein. Quand on y réfléchit 2 secondes, éthiquement, c'est assez fou. C'était un mystère scientifique, et l'espoir maintenant est de pouvoir synthétiser d'autres antidouleurs en ciblant cette enzyme qui a été identifiée par les chercheurs. Donc c'est vrai qu'il y a ce double effet qui se coule, c'est que déjà maintenant on comprend comment le paracétamol marche, bien joué, mais en plus on a pu identifier cette enzyme qui joue un rôle dans l'activation du fameux récepteur. Donc du coup, on va peut-être pouvoir jouer avec cette enzyme et trouver d'autres médicaments pour intervenir. Ces antidouleurs pourraient avoir moins d'effets secondaires que ceux qu'on connaît, y compris le paracétamol, qui peut notamment être toxique pour le foie. Respectez bien la posologie du paracétamol. C'est pas parce que c'est un médicament qui est vendu sans ordonnance en pharmacie qu'on peut le prendre comme des bonbons. C'est 1 gramme maximum pour un adulte toutes les 6 heures. Donc voilà, ça fait à peu près 4 par jour. Donc respectez bien cet espace de 6 heures, parce que le foie, sinon, peut vraiment prendre très très cher. Hein. C'est toxique. Une alerte a d'ailleurs été lancée en 2019 à ce sujet en France, et de nouvelles précautions d'usage avaient été ajoutées sur la boîte. Globalement, avancer sur la compréhension de la douleur et son traitement reste un défi. Comment désamorcer cette sensation naturelle du corps ? On rappelle, la douleur, elle est là pour quand même... Elle est importante, hein, elle signale qu'il y a un souci, donc c'est important de l'entendre, de l'écouter, de la prendre en compte, cette connexion entre les organes et l'esprit. Nous avons très peu d'antidouleurs à notre disposition. Paracétamol, aspirine, ibuprofène. Alors ça, c'est pour les grands classiques. Ensuite, ce sont les opioïdes, avec des risques d'addiction et des effets secondaires difficiles à supporter. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prendre des antidouleurs un peu plus corsés, hein, de ce type-là, justement, opioïdes, des dérivés morphiniques et autres. Effectivement, ça tape un petit peu. Ça tape un petit peu, et en plus, il y a ce risque d'addiction. Donc, les effets secondaires... Ça peut être avoir la nausée comme autre, quoi. Après, ça, c'est propre à chaque personne, parce que chaque personne réagit différemment. Mais il y a quand même... c'est quand même pas anodin d'utiliser ce genre d'antidouleur. Nouvelle antidouleur aux États-Unis. Un nouvel
antidouleur vient d'être autorisé aux États-Unis dans la catégorie des opioïdes qui pourraient les remplacer en partie. Le Journavx. Ils ne peuvent pas avoir des noms plus simples. Rajouter des voyelles. Ou des consonnes, je ne sais plus. À chaque fois, je mélange les deux. Cela faisait 25 ans qu'aucun nouvel antidouleur n'avait été mis sur le marché. Il cible... Ça aussi, c'est fou. Hein. Ça fait 25 ans que la recherche n'avait rien proposé d'autre que ce qu'on se connaît depuis 25 ans. Il cible une autre voie de la douleur, des canaux intégrés à la membrane des cellules nerveuses qui, en s'ouvrant et en se fermant, transportent les impulsions électriques le long du nerf. Donc, je vous expliquerai vite fait avec les mains après, mais pour vous prenez. Les recherches étaient menées sur le sujet depuis des décennies. Mais tous ces médicaments ne traitent que les douleurs aiguës, pas les douleurs chroniques. Si on a appris le fonctionnement du paracétamol, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Et non, ce serait même plutôt, on pourrait dire presque le début. Et juste pour vous dire deux mots sur ce nouvel antidouleur qui va servir en gros à cibler des canaux intégrés donc à la membrane de la cellule nerveuse, vous avez le neurone, vraiment le noyau du neurone, et puis vous avez le câble qu'on appelle l'axone qui court jusqu'au prochain neurone avec entre les deux la petite synapse, une fente, ce qu'on appelle la fente synaptique qui fait la liaison entre le premier neurone et le deuxième. Donc sur ce câble, pour que le signal électrique soit passé, à l'intérieur du câble, vous avez des ions, en fait, c'est un potentiel d'action qui va voyager, le signal électrique qui va voyager le long de l'axone. En fait, ça va être un échange de petits ions plus et moins qui va se faire. En fait, il y a un déséquilibre entre l'extérieur de la membrane et l'intérieur de la membrane qui va se déplacer tout le long de l'axone. Et c'est comme ça que le signal va être transmis. Et si vous intervenez justement sur les petits canaux de la membrane qui permettent à ces ions de passer de l'intérieur vers l'extérieur et inversement, du coup, vous allez interférer sur ce signal, voire le bloquer. Donc, c'est a priori tout l'intérêt de ce nouvel antidouleur, c'est d'intervenir justement sur ces petits canaux qui ne laisseraient plus passer ces ions et couperaient du coup l'impulsion nerveuse, quoi. Après, je ne sais pas comment ils font pour cibler les cellules... des cellules nerveuses particulières, parce que c'est quand même important d'avoir des signaux qui passent. Mais là, c'est peut-être un petit peu trop technique. Et j'ai pas l'info. J'ai tout simplement pas l'info. Et en dernière, on va passer plus ou moins du coq à l'âne, si je puis dire. On va revenir, on va parler de l'assurance maladie. Donc l'assurance maladie qui désormais impose la présentation de la carte vitale pour bénéficier du tiers payant. Alors très honnêtement, moi je pensais que c'était déjà obligatoire. Donc la Caisse nationale d'assurance maladie demandera aussi la présentation de la carte d'AME pour bénéficier du tiers payant. Donc AME, c'est l'aide médicale d'État. Donc je sais que j'ai toujours donné ma carte vitale, donc je me suis depuis des années, donc je ne me posais pas la question, mais visiblement, ce n'était pas obligatoire pour l'instant, puisqu'effectivement, la carte vitale en fait vous permet d'être remboursé plus facilement, que la prise en charge se fait automatiquement. Mais c'est vrai qu'à une époque que j'ai quand même connue, donc voilà, ça me rappelle, c'est que parfois, surtout pour les arrêts de travail, mais vous pouviez aussi faire le papier que vous envoyiez à la Sécu pour avoir le remboursement des médicaments. Donc il y avait toujours cette version papier qui, certes, visiblement était occasionnelle, était exceptionnelle, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais continue de se faire, quoi. Je crois qu'elle permet de stocker les dossiers, c'est pour ça que je la donne toujours. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a, je ne sais pas si dans les dossiers, tu parles de tous les traitements que tu as eus, et auquel cas, je ne suis même pas sûre qu'elle soit stockée sur la carte vitale.
Parce que pour moi, c'est plutôt intégré à ton dossier médical dématérialisé qui est possible si tu le veux, parce que ça, c'est pas une obligation. Où là, on va avoir tous les comptes rendus des différents médecins et praticiens que tu as pu rencontrer qui vont venir du coup directement dans ce dossier-là, de façon à ce que quand tu ailles chez un autre médecin ou chez un autre professionnel de santé, il puisse y avoir accès. Et ça, c'est ce dossier dématérialisé. Tu peux décider de le faire ou pas. Et tu peux aussi décider éventuellement à quel type de professionnel il va être accessible ou pas. Donc, mais ça, je les mettrais différemment. Et pour moi, ta liste de médicaments serait presque plus dans ce dossier dématérialisé. J'ai plus l'impression que la carte vitale, après, je ne suis pas spécialiste. Il faudrait vraiment quelqu'un qui sache exactement, enfin de la Sécu, qui puisse expliquer vraiment sur la carte vitale, vous avez tel ou tel type d'information. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'était des informations de type administratif pour pouvoir faire les remboursements, quoi. Mais pas ouvert au chirurgien. Donc je pense que c'était plutôt des informations du type administratif, quoi. En plus, maintenant, tu as ta photo obligatoirement, je crois, sur la carte vitale, ce qu'il n'y avait pas au tout début de la carte vitale aussi. Et maintenant, vous pouvez aussi, parce que je crois que ce n'est pas dans toutes les régions encore, avoir votre carte vitale directement sur votre téléphone. Si jamais ça vous intéresse, parce que ça permet qu'en fait, juste avec votre téléphone, des fois, vous avez au final la carte bancaire. Alors ça, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai à un moment donné. Vous avez la carte bancaire, vous avez la carte vitale, vous avez peut-être d'autres documents et tout ça est réuni juste sur votre téléphone. Et puis comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ça permet d'éviter de perdre ses papiers, quoi. Donc maintenant, c'est une décision prise au nom de la lutte, si Oubli était là, la pauvre, de la lutte contre les abus. Donc notamment pour obtenir le remboursement de certains médicaments très demandés ou particulièrement coûteux, annoncé 17 juin à l'assurance maladie. Afin de favoriser le bon usage du système de santé, de sécurité davantage la délivrance de certains médicaments sensibles et coûteux, de limiter la fraude et d'améliorer la traçabilité du parcours de soins, il sera désormais obligatoire de présenter sa carte vitale en pharmacie pour bénéficier d'une prise en charge. On sent vraiment qu'ils ont envie d'arrêter de lutter contre les abus et tout. Elle évoque notamment des médicaments pouvant faire l'objet de trafic, comme des traitements à base de stupéfiants, dérivés morphiniques et autres, ou plusieurs antidiabétiques. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? L'histoire de l'Ozempic Wegovy et de la rupture de stock de l'Ozempic. Par contre, le Wegovy, vous pouviez continuer à en trouver. Pour ceux qui n'ont pas... et ça, c'est relativement récent. Donc, en fait, étonnamment, ça sort cette obligation sort quand même plus ou moins en parallèle de ça. En fait, il y a l'Ozempic et le Wegovy. Alors, il y a d'autres maintenant antidiabétiques qui fonctionnent sur ce même principe. C'est le GPL9 ou je ne sais plus quoi. En gros, qui utilisent le même procédé et ils se sont rendus compte que ce médicament permettait à certains patients de perdre du poids sans avoir décidé de perdre du poids, en fait, sans avoir changé. Enfin, c'est juste, ça leur coupe l'appétit, en fait, plus exactement. Donc, ils ont décidé de développer en parallèle, donc c'est pour ça que je parlais de l'Ozempic Wegovy. L'Ozempic était l'antidiabétique. Ils ont sorti en parallèle le Wegovy, qui est certes un peu plus... je crois qu'il est plus concentré, le dosage est plus élevé, et qui lui, est destiné aux personnes pour perdre du poids. Alors en France et même dans d'autres pays, il y a un cadre, c'est réglementé, n'importe qui ne peut pas prendre de Wegovy. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand les gens ont su qu'en fait c'était cette molécule, ce médicament antidiabétique qui faisait maigrir, vous avez des gens qui n'avaient aucun problème de diabète et qui ont tenté et réussi à se fournir en Ozempic.
donc en antidiabétique. Et il s'est trouvé, alors, est-ce que c'est la faute des gens, des labos, des deux, bref, que l'Ozempic, donc pour les diabétiques, n'était plus disponible sur le marché. Il y a eu une pénurie d'Ozempic. Donc, ce qui est quand même assez grave. Alors, il y a eu cet abus que les gens ont eu en se fournir en Ozempic, mais il y a eu aussi que le Wegovy, qui est donc celui pour faire perdre du poids, vraiment dédié à ça, est vendu plus cher, puisqu'il n'a pas, il est moins limité, enfin, les prises en charge sont plus restreintes, etc. Donc, il est plus cher. Et donc, aussi, on peut suspecter, et c'est ce qui a été, enfin, je ne suis pas la seule à le dire, hein, c'est ce qui a été suspecté, c'est que les industriels aient plutôt privilégié la fourniture du Wegovy plutôt que de l'Ozempic, et que donc, tout ça cumulé a créé une pénurie, quoi. Donc, pour éviter les abus, notamment par rapport à ces médicaments en particulier, eh ben, il sera obligatoire de présenter sa carte vitale. Autrement dit, il faudra être muni de la carte physique ou dématérialisée, comme je vous disais, sur le téléphone, lors de chaque passage en pharmacie pour ne pas avancer les frais. Des exceptions demeureront possibles. Par exemple, pour les nourrissons de moins de 3 mois, ils n'ont pas la carte vitale sur eux déjà, ils n'ont pas. Ou pour les résidents en EHPAD, ajoute la CNAM, qui insiste sur le bon réflexe à adopter. Les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, donc l'AME, quant à eux, devront présenter leur carte AME pour bénéficier du tiers payant. Donc voilà, c'était l'actu en bref. Ça va, je crois qu'on a fait court, on a parlé, alors il y avait les 3 actus, donc on rappelle, hein, 2e cas de chikungunya autochtone en France, donc là ils sont à Bâle de démoustification, je crois que c'est dans l'Hérault. L'autre c'était quoi? J'ai déjà oublié. Ah oui, c'était les chercheurs américains qui ont trouvé comment le paracétamol fonctionnait. Alors quand même que la molécule, elle est autorisée comme médicament depuis 75 ans. Donc c'est assez fou de comprendre comment le paracétamol coupe la douleur quand même. Et l'un côté plus assurance maladie, tout ça, il sera obligatoire maintenant de présenter sa carte vitale en physique ou en dématérialisé sur le téléphone pour avoir une prise en charge des médicaments. Voilà.